Je lance l'enregistrement et comme ça, c'est tout bon. Bon, bienvenue à toutes et à tous. Bonjour les Immo Performers sur cette chaîne. Aujourd'hui, on est avec Nicolas, un investisseur immobilier avec lequel on va pouvoir faire cette petite interview. Donc, déjà, salut Nico, merci Salut à de toi, merci de l'invite. cette interview. Ouais, écoute, c'est avec plaisir. Comme je l'ai déjà dit dans une précédente vidéo sur une interview, ce qu'on a mis en place avec Tim, c'était de faire des interviews d'investisseurs dans l'immobilier qui vont chacun investir avec leurs particularités, avec leurs spécificités, qui ont développé un peu aussi leur, euh, leur expertise dans un domaine particulier. Et puis, voilà, c'est pour ça que tu es sur cette chaîne. Aujourd'hui, on va parler de ton parcours dans l'IMO. Tu Ouais. vas te présenter, puis on abordera des thématiques un peu spécifiques, notamment des travaux, notamment de la décoration, parce que j'ai vu que c'était quelque chose que tu aimais particulièrement. D'ailleurs, Ouais, là, ton ça me fond parle. derrière toi, c'est déjà d'entrée, tu nous mets dans le truc, quoi, assez bien décoré, style loft new-yorkais. Oui, Euh, j'aime bien. Ça, c'est un style bon, j'apprécie beaucoup. Donc, c'est vrai qu'on le bon, retrouve chez moi aussi, ouais, clairement. écoute, on va revenir là-dessus au cours de cette interview. Si tu veux déjà peut-être te présenter un petit peu, qu'est-ce que tu fais, où tu habites, où tu investis peut-être rapidement, et puis quel âge tu as, quel est ton job dans la vie classique et à côté de Ouais. l'investissement immobilier, et puis on commence là-dessus. Très bien. Donc, en gros, moi, c'est Nico. J'habite à Paris, Paris-Centre. J'ai 34 ans aujourd'hui. Les années passent. Et j'investis effectivement dans l'immobilier en province, plus particulièrement dans de la colocation à distance, à plus de 300-400 km de chez moi. Et je ne dis pas forcément où j'investis exactement. On va dire que j'investis dans le Grand Ouest. On va dire ça comme ça. À côté de ça, j'ai pas de CDI, c'est ma particularité. Je n'ai jamais eu de CDI dans ma vie d'ailleurs. Je suis intermittent du spectacle, donc souvent quelque chose qui fait très 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 peur aux banques. Enfin, en tout cas, je le pensais. Et j'ai la particularité d'être intermittent, journaliste de métier. C'est vrai qu'on peut le dire quand même que le journalisme me laisse du temps libre pour faire mes investissements à côté. Donc c'est aussi un avantage pour moi. Écoute, rien qu'avec ces infos, déjà, j'ai plein de questions qui me viennent de plus. Alors, on parlera sûrement de la banque, on parlera sûrement de la gestion de ton temps aussi. C'est vraiment cool. Parfait. Un investisseur à distance, un Parisien, comme moi, j'habite alors pas à Paris intramuros, je suis en banlieue première couronne très proche, mais j'investis à distance, à plus de 400 km moi, mais on parlera aussi peut-être de gestion à distance, comment tu organises ça. Ouais. Tu m'as parlé que tu faisais des colocs. Alors, c'est quoi ton parcours dans l'immobilier? Alors, moi, je suis pas hyper fan des chiffres. Je sais qu'il y en a plein qui veulent exactement combien tu as cash flow, la renta, etc. Globalement, combien tu as d'appartements maintenant ou qu'est-ce que tu fais? Que des colocs ou pas que des colocs? Ces infos-là, peut-être que tu peux nous donner? Ouais, bien sûr. En gros, je fais que des colocs, donc des colocs de 3 ou 4 locataires en général. Là, j'ai 3 appartements. Et alors, bon, même sans pouvoir donner des chiffres, c'est quand même enfin, je trouve que la colocation, c'est ça qui est avantageux, c'est que ça permet des rendements assez intéressants. Et donc, j'arrive à quasi 2 000 € de cash flow avec ces colocs, donc ce qui est plutôt intéressant là-dessus. Et c'est pour ça que j'ai choisi cette stratégie-là, même si aujourd'hui, je ne suis pas fermé à aller dans d'autres stratégies immobilières, parce que c'est vrai que je pense que c'est intéressant quand même de diversifier ses investissements. Et puis bon, là, quand on enregistre cette interview, c'est vrai qu'on est dans une période un peu particulière, donc avec le confinement et le problème du Covid-19. Et on se rend compte que si on a tout misé sur la courte durée, par exemple, ça peut être problématique. Donc pour l'instant, je suis sur de la colocation principalement, mais ouvert à d'autres investissements, clairement. Ok. Donc, 3 appartements, 2 000 € de cash flow mensuel. Là, on parle de quelque chose comme net, c'est ça? Ouais, 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 net, Ok. net. Donc, voilà, avec 3 appartements, on peut faire déjà un joli revenu parce que, mine de rien, c'est quand même pas mal, quoi.
Alors des fois, on va sur Internet, on voit bah, ça c'est pas assez ou ça serait beaucoup plus. Ou il y a des gens qui vont faire beaucoup plus, mais franchement, en 3 apparts, faire 2 000 euros, c'est déjà chapeau parce que c'est vraiment cool. Si on parle d'investissement globalement par projet, parce que pour donner un ordre d'idée, tu as fait 3 appartements, mais c'était des investissements qui font combien à peu près combien tu les as payés globalement ou quel est le budget de chaque projet, si tu peux nous en dire un peu plus là-dessus? Ouais, bien sûr. En fait, j'ai eu peut-être, alors j'aime pas dire de la chance parce que je pense qu'il n'y a pas de chance dans l'immobilier, on se la crée. Mais c'est vrai qu'au début, quand j'ai commencé à investir, j'étais très stressée parce que je suis d'un milieu qui n'est pas du tout un milieu immobilier. À la base, je suis plutôt musicien, comme je disais, journaliste, donc dans un domaine enfin, ouais, plutôt médiatique, du divertissement. Et mes parents ne sont pas du tout dans l'immobilier, ils ne sont pas dans ce domaine-là, ils ne connaissaient pas du tout. Et quand d'ailleurs j'ai décidé d'investir dans l'IMO, tout le monde m'a un peu pris pour un fou parce que j'étais virée de mon appartement à Paris. J'avais passé 12 ans dans un appart, la proprio m'a mis dehors, entre guillemets, enfin a mis fin à mon bail qui était un bail de location meublée. Donc effectivement, il y avait les fameux 3 mois, etc. Et un peu du jour au lendemain, sans qu'on me prévienne, j'ai reçu un recommandé. Merci, au revoir, vous devez partir. Donc, j'ai cherché une résidence principale parce que, étant intermittent du spectacle, c'était plus simple pour moi d'acheter un appartement que de louer. Parce que j'ai découvert que tous mes amis qui étaient intermittents, louer un appartement à Paris, c'était l'enfer. Donc, j'ai commencé à me lancer sur cet achat immobilier pour une résidence principale. Sauf que là, ça a été très vite, trop vite. En 2 semaines, j'ai trouvé un appart. En un mois, j'avais mon crédit de plusieurs banques qui pouvaient me suivre. Et je me suis dit, mais c'est simple. Et au fur et à mesure, j'ai regardé sur Internet. J'ai vu que l'immobilier, ce n'était pas que sa résidence principale. J'ai vu qu'on pouvait gagner de l'argent avec l'immobilier, mais qu'il ne valait mieux pas commencer par sa résidence principale. Donc, je me suis retrouvé un peu bête en voulant ne plus investir dans ma résidence principale qui était acceptée par une des banques et où j'avais signé les offres de prêt. Ils n'ont pas voulu faire demi-tour. Alors, du coup, j'ai commencé à leur dire, mais je suis intermittent du spectacle, vous vous rendez pas compte. Enfin, genre, à totalement casser tout ce que j'avais monté en disant que j'avais perdu mon contrat actuel. Enfin, j'ai vraiment été assez loin là-dessus et ils m'ont dit, mais en fait, non, nous, ça ne nous dérange pas que vous soyez intermittent du spectacle. Vous avez des revenus réguliers, donc ça ne nous fait pas peur. Donc, en fait, vous allez au bout de cet investissement. Oui, mais je dis, je veux plus. Je veux plus de cet appart. Enfin bon, tout ça pour, au final, il manquait un papier dans le compromis, donc une chance incroyable. 3 jours avant la signature de l'acte final, je me suis retrouvée à devoir re-signer en fait ce fameux papier qui avait été oublié par le notaire. Et du coup, on est reparti sur une période de rétractation de 10 jours. Et c'était une chance franchement, une chance incroyable. Et c'est vrai que c'était un peu particulier parce que j'ai fait ça genre un 24 décembre. Donc pour les vendeurs, ça a été très compliqué. Forcément, la pilule a été compliquée à avaler. Mais j'ai su à ce moment-là qu'il y avait un choix à faire, soit vivre ma vie et mettre mes projets en avant et du coup atteindre les objectifs que je m'étais fixés à ce moment-là, soit partir sur quelque chose de beaucoup plus stable, comme ma famille me le disait, prendre une résidence principale, tu es intermittent, tu n'as pas de CDI, la banque te suit pour un appartement à Paris, être propriétaire à Paris, c'est une chance, va là-dessus. Et je me suis dit non, non, c'est juste pas possible en fait de faire ça. Et il se trouve que je me suis retrouvée 3 mois plus tard, je signais mon premier compromis pour un appartement locatif, pour une colocation. Et c'était une colocation qui était intéressante parce que j'avais trouvé un appartement. Alors, pour faire la comparaison, l'appartement à Paris que j'allais acheter pour ma RP coûtait 183 000 euros pour 14 mètres carrés. Et l'appartement que j'ai acheté par la suite m'a coûté 64 000 euros pour 82 mètres carrés. Donc, c'est le jour et la nuit, sachant qu'évidemment, on est quand même dans le centre-ville d'une ville étudiante, oui, d'une ville en tout cas dynamique. Et que, alors oui, 82 mètres carrés avec travaux sur la totalité de l'appartement. Ça, c'est évident. Un appartement où on est à peu près à 750 euros du mètre carré, il ne faut pas s'attendre à du grand luxe. Mais en tout cas, j'ai tout de suite compris que je savais ce que je recherchais.
Et ça, c'était le plus important pour moi. Et c'est pour ça, je pense que j'ai été assez vite. C'est que je n'ai pas traîné sur qu'est-ce que je veux. Est-ce que je veux de la location courte durée? Est-ce que je veux un immeuble de rapport? Est-ce que je veux un parking parce que j'ai peur? Est-ce que je veux une colocation? Non, c'était je veux une colocation. Je veux 10% de rentabilité nette et je veux un cash flow supérieur à 500 euros. C'était ça et c'est tout. Et c'est en fait en étant hyper focus dans ma recherche que j'ai réussi à trouver ces chiffres-là. Parce que qu'est-ce que j'ai fait habitant Paris, une fois que mon contrat s'est terminé, que j'étais en vacances, euh, je devais être en vacances un vendredi soir. Le samedi matin, à 7 heures, je prenais un train et puis j'allais faire des visites. Et du coup, c'est vrai qu'en 2 jours, j'ai fait une quinzaine de visites. C'était assez crevant et physique finalement. Je me sentais totalement perdu parce que j'étais là, qui je suis pour me faire passer pour un investisseur immobilier en devenir, à faire des visites auprès de professionnels en me disant, en ayant cette, entre guillemets, en se disant, je vais acheter des appartes. Non pas un, mais des appartes. Ça paraissait un peu fou. Et c'est ce que je dis souvent d'ailleurs aux gens qui se posent des questions sur l'investissement IMO. À un moment donné, il faut changer sa façon de penser et se dire que si on a tel ou tel objectif, il faut y aller. Et c'est ce qui s'est passé. J'ai fait mes visites, j'ai fait des compromis, j'ai fait des offres. Bon, certaines sont passées, dont pour cet appartement-là. Et là, c'est parti, quoi. C'est allé très, très vite. Et c'est en passant à l'action que clairement les choses se sont faites. Et parce que je n'ai pas attendu, je n'ai pas été que dans la théorie. La théorie, ça a duré 2 mois à peu près. J'ai fait 2 mois de théorie parce que je ne m'y connaissais pas hein. À la base, même quand j'achetais ma résidence principale, tu vas peut-être rire, mais je ne savais pas ce qu'était un notaire. Je ne savais pas comment ça fonctionnait. Je ne savais pas ce qu'était un compromis. À l'époque, quand on m'a demandé de verser un séquestre, oui, mais j'ai pas d'argent. Comment je fais? Parce qu'à l'époque, j'avais pas d'argent, j'avais rien. Donc, j'étais un peu le mec qui dépensait sans compter. Voilà, il y avait un produit Apple qui sortait, je l'achetais. Ah oui, mais j'étais à 100 euros sur mon compte. C'est pas grave, on va s'acheter le dernier iPad, hein, c'est plus important. On verra bien à la fin du mois comment on fera. Et je cherchais pas à réfléchir. Donc forcément, quand j'ai dû acheter un appart, qu'il a dû mettre un acompte, j'avais pas l'argent. Donc voilà, tu appelles un peu le tour de ta famille pour dire j'achète un appart, il me faut de l'argent. Et finalement, en faisant de l'investissement immobilier locatif, j'ai pas mis d'apport. Et aujourd'hui, en fait, j'ai construit mes finances, j'ai construit ma trésorerie moi-même finalement, sans l'aide de personne. Et c'est ça que je trouve assez dingue dans l'immobilier, c'est de partir de zéro et de se construire quelque chose. C'est ça que je trouve assez fou. Eh ben, écoute, c'est un truc assez incroyable ton parcours et notamment le fait de vouloir se rétracter absolument alors qu'on a trouvé un appart, qu'on a signé un compromis, qu'on a le prêt de la banque, alors que comme tu le dis, a priori on se dirait je suis intermittent, ça va être la galère, j'achète, tu m'as dit combien? 14 mètres carrés, 183 000 euros. Donc ouais, c'est les prix parisiens hein, clairement, hein, donc il n'y a pas de doute, surtout dans les quartiers un peu centraux, je pense que c'était un peu Oui, ça. Voilà. ouais. Donc, C'était le dans les 10e arrondissements un arrondissement. peu centraux de Paris, les prix du mètre carré sont incroyables. Et c'est sûr, quand on va montrer, quand tu as montré ton investissement 82 mètres carrés à 64 000, alors certes, il y avait des travaux, j'imagine beaucoup, hein, tu as dit, il y a partout. Mais globalement, la banque, elle t'a suivi aussi pour ce projet-là, quoi. Eh bien, détrompe-toi. Ah, alors on va aborder ça. Alors, on va aborder ça parce Détrompe-toi. que j'ai une C'est idée de fou, pourquoi mec. elle n'a pas voulu forcément te suivre. Enfin, j'en ai deux, mais tu vas peut-être me dire. C'est certainement quand tu as 64 mètres, enfin 82 mètres carrés et que tu avais beaucoup de travaux, le montant des travaux, il devait être important. Donc ça devait être la première raison, je me dis. Et la Ouais. deuxième chose, c'est, on t'a peut-être dit, mais c'est loin et en plus, c'est un investissement locatif alors que c'est pas dans le bon ordre, quoi. C'est-à-dire que la banque me prêtait à peu près 200 000 euros pour un appartement parisien de 14 mètres carrés, les yeux fermés. Par contre, pour un appartement avec une enveloppe totale, travaux inclus, meubles, tout ce qu'il faut dedans et mis en location avec 10% de rentabilité et une enveloppe à 122 000 euros, elle refusait. Ou alors, elle acceptait, mais fallait mettre un apport.
il n'y avait pas de différé, il y avait un taux à chier. Enfin, il n'y avait rien de ce que je voulais négocier. Il me refusait tout. Alors que mon banquier, quand je lui ai présenté le dossier, il m'a dit: j'ai rarement vu un dossier aussi parfait et votre rentabilité est incroyable. Bon, lui, il tombait de sa chaise, hein. Il ne comprenait pas comment c'était possible. Il a dit: ça va être génial. Il a montré ça à ses supérieurs. Ils ont dit: non, on ne le finance pas. Ou alors, avec toutes ces conditions, et ce sont nos conditions, pas les siennes. Bon, Eh ben, ça, c'est intéressant ce que tu dis là. Et puis, pour les gens qui nous regardent aussi, 200 000 euros à Paris, c'est un projet qui passait bien en résidence principale. Et là, 122 000 euros en investissement locatif avec une renta à 10%. Donc, c'est-à-dire que vous avez du cash flow largement sur ce budget-là. Bon, enfin, je ne me fais pas de soucis. Ça passe pas avec la banque. Et donc là, ça soulève une problématique qui est, et tu l'as dit, le banquier avait compris, mais les supérieurs de ce banquier-là n'ont pas forcément voulu suivre. Et ça pose la question, en fait, peut-être de la peur que peuvent avoir les banques sur des projets d'investissement locatif avec des travaux à distance pour une personne qui est, entre guillemets, pas du métier et dont ce n'est pas la profession, clairement, et qui va se lancer comme ça pour un premier projet. Et, c'est exactement ça. Et finalement, ça n'a pas été une banque parisienne qui m'a financé, mais c'était une banque en province, une banque dans un quartier assez moyen, et où finalement, quand ils ont vu le petit Parisien débarquer avec un salaire parisien, ça leur a plu. C'est-à-dire qu'ils ont aimé le projet parce qu'ils savaient que le projet tenait debout. Et à côté de ça, ils avaient un profil qui était intéressant pour eux. Et c'est du coup assez dingue de voir que, mais ça, je pense que toi, tu en es totalement convaincu aussi, c'est que les banquiers, les banques, enfin, on peut aller à deux numéros, enfin, en gros, dans la même rue, on peut avoir trois réponses différentes ça, qui n'ont c'est rien clair. à voir. C'est clair. Et moi, j'ai l'histoire un peu inverse, c'est-à-dire que donc toi, tu as acheté en province, tu es de Paris, tu t'es fait financer par la banque de province parce qu'elle trouvait que tu avais un salaire intéressant, tu es le Parisien qui a, entre guillemets, c'est un cliché, hein, mais une bonne situation et qui vient investir. Et je suppose que la banque, elle était dans la ville où tu as investi, c'est ça? Ou Ouais, pas? totalement. Ouais. Donc elle connaissait le secteur, elle savait certainement que le prix du bien, enfin ce que tu avais acheté, c'était intéressant, en tout cas que c'était un bon prix. Ouais. Elle savait que les travaux et que les locations, c'était potentiellement faisable à ce montant-là. Et en fait, les banques, dans certains cas, elles aiment bien avoir le bien à proximité de chez elles, en gros. Et notamment le banquier et le décideur, parce que ça lui parle plus. Et moi, je trouve ça un peu logique aussi. Je peux comprendre que moi, on me parle d'un projet d'investissement à l'autre bout de la planète, pour exagérer le truc, hein. Je vais avoir du mal à me dire, c'est vrai, parce que je ne connais pas. Et Oui. je pense que c'est un peu la même chose pour ta banque parisienne qui s'est dit, si je ne connais pas, je veux bien le croire, il a l'air super sérieux, etc. Son dossier il est clean, mais je vais prendre des protections, donc beaucoup de protections, donc demander de l'apport, demander ceci, demander cela, des taux élevés, etc. Et, et moi, j'ai fait l'inverse, c'est-à-dire que j'ai fait financer des projets en province, et comme tu le disais, moi, globalement, c'est dans les 120 000 euros. Les projets, la plupart des projets, c'est aussi dans les 120 000 euros. J'ai fait plusieurs colocations, des colocs de 3 personnes. Et en fait, quand j'arrive avec un projet à 120 000 euros, puis je suis arrivé aussi, j'avais acheté un petit immeuble, donc un peu plus cher. Mais avec ces budgets-là, elle me disait à Paris, on vient me financer 2 box de garage, on vient me financer un petit studio, oui, en plein cœur de Paris, mais à C'est 15, ça. voire 17 000 euros du mètre carré, voire plus. Et en fait, ça ne les fait pas du tout, entre guillemets, rêver. Alors Ouais. qu'on arrive avec des jolis projets comme tu avais dû faire, et on parlera peut-être un peu de ton dossier bancaire, comment tu présentes ça. C'est de suite plus attrayant que de voir une petite chambre de bonne versus un grand appartement rénové en coloc où on va avoir tant de rentabilité, quoi. Ouais, ouais, Moi, ouais, j'ai fait totalement. l'inverse, mais je trouve ça très bien aussi et je comprends. Malheureusement, en fait, je comprends un peu le banquier et je suis tout à fait d'accord avec toi sur le fait que tu vas voir. Moi, j'ai une avenue là, pas très loin de chez moi, où il y a une dizaine de banques dans la rue. Et je pense que j'aurais peut-être 5 oui, 5 non, ou alors peut-être même 9 non et un oui. Mais c'est ce que tu dis, c'est important, c'est d'en avoir un en fait, hein. Ah bah ouais, totalement. Et c'était pas si compliqué. Enfin, je sais que j'ai eu plusieurs banques qui me suivaient en province. Ok. Ça n'a pas été vraiment un souci. Et le fait d'être intermittent, du coup, n'a pas été un problème non plus. Alors que je me disais, à Paris, l'intermittence est sûrement beaucoup plus comprise que l'intermittence en province, où c'est
alors, je n'aime pas comme ça mettre dans des cases, mais l'intermittence, on pense souvent au côté acteur, chanteur. Il y a un côté très peut-être théâtre. Alors, c'est peut-être moi qui a cette idée-là, hein. Mais on pense rarement que finalement, les journalistes, les gens qui bossent à la télévision dans quelque chose entre guillemets stable, parce que la télévision, bah, c'est tous les jours, c'est toute l'année, donc il y a une stabilité là-dessus, bah, ça fait aussi partie des intermittents. Ouais, mais d'ailleurs, bah, tu dis ça, mais quand tu m'as dit je suis intermittent, c'est vrai que dans ma tête, direct, c'est parti métier de l'art, métier artistique, style théâtre, musique, etc. Et en fait, tu as dit journaliste, mais c'est vrai, c'est évident qu'il y a des journalistes qui sont dans ce statut-là. Et je pense que c'est un point que tu as dû faire valoir aussi auprès de ta banque, que tu étais ce statut intermittent, mais quelle était ta profession, etc. La récurrence, en fait, justement, on va venir à la banque un peu, parce qu'on en parle beaucoup, mais comment tu valorises la sécurité de ton profil et la garantie, ben, en gros, que tu vas rembourser la banque, parce qu'il n'y a que ça qui l'intéresse, la banque. Ça, c'était assez simple et je pense que c'est la même chose que toi, parce que si je ne me trompe pas, tu es en profession libérale. Oui, Et du coup, tu as ce système aussi de 3 années où tu dois prouver que tu as des revenus réguliers. C'est bah, c'est ça aussi. exactement ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, Bon, l'intermittence, c'est le même principe. Donc, à partir du moment où j'ai pu prouver que j'étais intermittent depuis des années, en fait, ils regardent les bulletins, enfin les avis d'imposition, ils voient ce que je gagne et finalement, ils ne cherchent pas trop à comprendre. Bah, oui, effectivement, des fois, en étant intermittent, je ne vais pas travailler pendant. Alors, ça va faire sauter ne le dis pas, au ne le dis plafond, pas. mais en général, j'ai facilement entre 4 et 5 mois de vacances par an. Bon, bah, ça ne leur fait pas peur parce qu'ils voient que de toute façon, les revenus sur le reste de l'année est assez suffisant, en tout cas pour les chiffres, hein. La banque, elle regarde les chiffres, donc ça ne la dérangeait pas. Et je crois que c'est une astuce. Alors, une astuce, ça, je ne l'avais pas fait exprès, mais une amie m'avait parlé de ça il y a quelques années, puisqu'elle, elle est actrice pour le coup, actrice-chanteuse, donc rien à voir. Et elle a réussi à acheter sa résidence principale très facilement, enfin facilement. Disons qu'elle a mis en avant qu'elle, en fait, qu'elle était actrice pour vraiment des films ou des téléfilms sur TF1, sur France 2, et elle a parlé beaucoup des backstage avec son banquier en disant qu'elle connaissait un tel, etc., etc. Et ça a fait rêver le banquier qui, du coup, l'a financé beaucoup plus facilement parce que ça, en fait, le banquier, vu que c'est un être humain, des fois, ben, si tu arrives avec peut-être quelque chose qui n'est pas sexy, ben, c'est à toi de le rendre sexy, soit par les chiffres, soit par ce que ça représente. Et je sais que ma conseillère, ma conseillère bancaire, bon, oui, ma conseillère bancaire, elle est très, elle me demande toujours, bah alors, les émissions, ça se passe comment et puis vous travaillez sur quoi là et puis est-ce que Sophie Davant, elle est sympa c'est, c'est que des questions qui sont assez drôles comme ça, mais ça montre quand même que ça fait rêver les gens. Enfin, rêver les gens. Attention, hein, toujours pareil. Enfin, c'est vrai que là, je parle de la télé de cette façon-là, mais chez moi, je n'ai pas de télé, par exemple, parce que moi, ça ne me fait pas rêver la télévision. Mais j'y travaille et ça fait rêver une partie de la population française. C'est ça ce que je veux dire, hein. Je ne dis pas qu'il faut la regarder. Mais en tout cas, ma banquière a vraiment été sensible comme ça à mon métier par curiosité, en tout cas. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi sur le fait que, mine de rien, les banquiers sont des personnes comme toi et moi, c'est des êtres humains qui ont, entre guillemets, des kiffs dans la vie, qui aiment bien certaines choses, et mine de rien, il faut les séduire un petit peu. Alors avec notre projet, avec notre situation, avec, ben, avec qui on est aussi, comment on discute, quelle relation on peut entretenir avec eux. Et ben, moi aussi, c'est pareil, hein, j'entretiens plutôt de bonnes relations avec les banques avec lesquelles je bosse. Euh, on me demande des nouvelles de ma compagne. Voilà, qu'est-ce que ça va? Est-ce que ça va bien dans le boulot? Est-ce que les investissements ça plaît? Moi, ce que j'ai pris aussi, une petite chose que j'ai fait, c'est que j'envoie des photos à la fin des projets, en fait, du projet fini. Puis je leur dis, ben voilà, ça y est, j'ai fait rentrer les locataires, même un petit mail. Et ça, ils aiment bien, parce qu'ils se disent, ben, j'ai financé du concret. Et dans leur boulot, je trouve, et je pense, hein, pour en avoir parlé avec plusieurs, euh, quand ils font des assurances vie, des PEA, des assurances habitation, alors oui, il y a un peu de concret, ou gérer des cartes bleues qui ne vont pas, mais quand ils voient un projet, un investissement, ou quand ils soutiennent une boîte, une entreprise, ils leur accordent un crédit, qu'ils voient que derrière ça marche, etc., je pense qu'ils sont quand même, mine de rien, c'est pour ça qu'ils font ce boulot aussi, pour aider un peu des gens, des personnes.
Et je trouve que c'est bien en fait de le valoriser, de leur rendre un petit peu quelque chose de cette façon-là, quoi. C'est drôle que tu dises ça parce que justement, cette conseillère, quand j'ai voulu financer mon deuxième bien, je lui ai envoyé les photos du premier bien terminé. Et elle, en fait, elle n'a pas cru au début que c'était ce bien-là parce qu'elle trouvait que ça avait été très vite et elle pensait que c'était des photos d'un magazine que j'avais récupéré sur Internet en lui disant, en gros, ça va ressembler à ça à la fin, donc c'est en cours et je veux me faire financer un nouveau bien. Et elle me dit, mais du coup, vous avez trouvé où ces photos? Je dis, mais non, c'est les photos de l'appartement. Mais elle dit, mais pas de celui qui a été financé il y a moins de 6 mois. Je dis, ben si, c'est terminé, c'est en place. Elle dit, mais c'est vos photos. Je dis, bah oui. Elle dit, mais c'est magnifique. Je dis, bah oui, oui, c'est beau. Bah, c'est bien, c'est clair. Non, mais c'est sûr. Et puis du coup, je pense que ça a dû faciliter le deuxième projet, quoi. Oh oui, totalement. Mais en fait, le deuxième projet, ça m'a fait rire. J'étais hyper stressée parce que j'étais là, mais ça va être compliqué de me faire financer le deuxième. J'ai même à peine de finir le premier. Je vais demander un deuxième projet. Bon, toujours pareil, c'est à distance, donc on l'a fait par téléphone. Elle me dit, bon, ben, je vous appelle demain à telle heure. Elle m'appelle. Elle dit, bon, ben, j'ai eu votre dossier. Bah, écoutez, tout est clair. On est d'accord, vous voulez telle condition, telle condition, telle condition. Je dis oui, c'est ça. OK, donc on parle un peu du projet, mais rapidement. Ça a duré 10 minutes. Elle dit, bon, il n'y a pas de problème. On va éditer les offres. Ça va prendre 1 semaine et demie. Vous inquiétez pas, ça va aller vite. OK, bon, bah, merci, au revoir. Merci de m'avoir prêté en 10 minutes 120 000 euros. C'est exactement ça, mais je pense que en fait, tu es arrivé dans une situation qui a favorisé en fait la réussite de son deuxième projet, quoi. Donc les photos, ça l'a percuté, lui montrer que tu avais peut-être déjà des revenus locatifs, je suppose, ou pas, peut-être, ça allait arriver. Je sais pas si tu avais déjà encore les revenus locatifs. J'ai un doute, hein, où Bon, ça venait c'était de pas loin, commencer. quoi. Hein, Ouais. ça venait à peine de commencer. Je n'avais pas tous les colocataires dans l'appart encore. J'avais la Ok. moitié. Ok, bon, déjà, elle a vu qu'il y avait des rentrées locatives, et puis je suppose que même si tu n'en avais que la moitié, ça devait faire quasiment la mensualité que tu avais de prêt, Ouais, voire ouais, plus. totalement, Donc, totalement. ça, c'est l'avantage de la coloc aussi, hein, c'est que même si on a la moitié qui est remplie, entre guillemets, on est en sécurité, on n'a quasiment rien à débourser ou presque on n'a rien. Moi, c'est le cas aussi dans certains appartements. Et puis, tu lui as présenté un nouveau projet et finalement, le plus dur, c'est de créer cette relation, de lancer peut-être le premier projet. Une fois que c'est fait, bah, moi, j'ai eu la même chose. À la banque, on y va, on y passe 5 minutes. Bonjour, comment vous allez? Et puis ça passe, quoi. C'est comme tu dis, c'est 120 000 euros débloqués en 10 minutes, quoi. Ouais, Ça, c'est et faut fou. pas. Et tu vois, quand tu dis tu passes faire coucou, etc., il y a vraiment cette importance, non pas de jouer sur de la manipulation, mais en tout cas remercier comme il faut les personnes qui te financent. Et c'est vrai qu'une petite bouteille de champagne en fin d'année, quelque chose comme ça coûte rien finalement pour ce qu'ils te donnent. Et en même temps, ça fait plaisir de faire plaisir en fait. Je trouve que c'est comme ça. Faut bien. Enfin, faut bien traiter les personnes avec qui tu travailles. C'est comme dans le travail en règle générale, hein, de créer de bonnes relations. Le business, je pars souvent du principe que c'est un business, justement. C'est une entreprise que les investisseurs font tourner avec des charges, des rentrées locatives, des rentrées d'argent. Donc, les personnes qui travaillent là-dedans, c'est un peu des collègues de travail avec qui tu travailles pour justement avoir tes financements ou pour la partie travaux ou pour la location ou pour peu importe, hein, tous les gens avec qui tu partages ça, quoi. Ouais, mais c'est exactement ça, hein. C'est vraiment une entreprise, hein. On a des dépenses, on a des recettes. Il faut qu'à la fin, on gagne de l'argent. Si on en gagne et que tout le monde en gagne, les partenaires avec qui tu bosses, les artisans, la banque, etc., bah, c'est vraiment cool, quoi. Notaire, des courtiers, etc. Il faut essayer de, comme tu dis, euh, c'est pas forcément juste remercier, en fait. C'est juste d'avoir dit, bah, on a bossé ensemble, c'est cool, ça a bien marché, puis on continue, quoi. Ouais, Voilà. totalement. C'est totalement ça. Et puis, de toute façon, au début, j'avais du mal à comprendre quand on voit un peu partout l'immobilier, c'est avant tout avoir une équipe. Bon, je pense que pour toutes les personnes qui n'ont jamais investi et qui ne comprennent pas encore cette phrase, bon, vous verrez quand vous allez commencer à investir, l'immobilier, c'est effectivement avoir une bonne équipe. Ça, c'est sûr, sûr et Ouais, certain. ouais, ça fait partie des choses comme tu dis, qu'il faut le vivre, entre guillemets, pour, Ouais, le comprendre. Et puis, on entend souvent aussi, l'immobilier, c'est beaucoup dans la tête.
c'est beaucoup, entre guillemets, de mindset, comme on appelle ça, l'état d'esprit, la façon de voir les choses, etc. Et je ne sais pas si tu es d'accord avec ça aussi, mais c'est comme tu disais, tu avais une barrière pour le deuxième bien, alors que ça t'a pris 10 minutes pour avoir 120 000 euros. Et souvent, on va se limiter, on va se dire, ah non, mais je ne vais pas faire ça, j'ai fait un projet il n'y a pas longtemps, ça ne va pas passer. On se fait des peurs, Ouais. des inventions dans notre tête et on se dit ça va pas être bon, ça va pas le faire, ou alors je vais pas avoir de locataire. Enfin, il y en a plein des peurs qu'on peut avoir. Et finalement, c'est quand, comme tu l'as dit au début, on passe à l'action, on fait des choses, on avance petit à petit. Il y a des jours des bas, des jours des hauts, et puis finalement, on s'en sort bien. Ouais, totalement. Et c'est intéressant ce que tu dis parce que même si là, tu es en train de dire les choses, ça paraît très clair, quelqu'un qui n'a jamais investi ne comprendra pas, va l'entendre mais ne comprendra pas. Et encore une fois, c'est en passant à l'action que tu as des blocages qui sautent. Mais vraiment, c'est-à-dire qu'on peut te faire sauter les blocages verbalement. En fait, tant que tu ne les vis pas, tu ne comprends pas. Et l'immobilier, je trouve que c'est vraiment ça en tout. Faut faire les choses pour bien comprendre. Bah ouais, entièrement d'accord avec toi. Bon, bah ça, c'est très très cool. Alors, on va continuer vraiment dans de l'IMO. Et Oui, c'est vrai, ouais. je, après avoir parlé de la banque, ils t'ont financé donc des travaux et ton bien, etc. Donc, tu m'as dit que tu avais quand même eu beaucoup de travaux. Tu connaissais quelque chose aux travaux avant de commencer l'IMO ou tu connaissais rien du tout? Et comment tu as Ouais. fait? Et comment tu as fait aussi pour gérer à distance? Non, mais les travaux, ça, je sais pas planter un clou chez moi, hein. Vraiment, hein. Enfin, on en est à un stade, les travaux, déjà, je n'aime pas ça, ça ne m'attire pas, je m'y connaissais pas du tout. Donc, quand je me suis retrouvée dans une ville que je ne connaissais pas, à signer un compromis et à devoir faire des devis, ben, encore une fois, on appelle les gens, on fait marcher quelques contacts et puis bon, ben, on voit avec qui on a le meilleur feeling. Et en fait, qui va nous expliquer davantage le mieux pour qu'on comprenne en gros qu'est-ce qu'il y a à faire dans cet appartement. Et parce que là, il y avait tout à faire, mais il fallait que je comprenne, mine de rien, qu'est-ce qui allait se passer. Et c'est en gros comme ça que ça s'est passé, c'est que j'ai rencontré quelqu'un qui a pris 2 heures et demie de son temps pour m'expliquer tous les points dans l'appartement. Un artisan qui a fait ça. Il y a des artisans qui sont restés 10 minutes dans l'appartement, qui m'ont fait un devis. Et il y a eu cet artisan qui a pris 2 heures et demie de son temps. Et il a tout expliqué, il a tout noté sur un papier, il me faisait des schémas, etc. Il était très pédagogue. Du coup, j'ai compris, je me suis dit, je lui fais confiance. Il savait que j'étais loin, donc que je ne pourrais pas être présent. Je suis allée au feeling, au ressenti finalement, et ça a fonctionné. C'est comme ça que c'est parti. Et finalement, ce qui est intéressant, c'est que quand tu tombes sur un bon partenaire, ben, tu as ce côté où tu apprends, parce que du coup, si tu as le bon feeling et si la personne t'explique bien, ben, au fur et à mesure, tu apprends, parce que tu ne peux pas devenir artisan en claquant des doigts, et ce n'est pas en lisant des livres que tu vas apprendre cette partie-là. Donc, il y avait vraiment ce côté où j'ai laissé faire les choses. Et à distance, ce n'était pas non plus très compliqué, parce que lui s'est montré très disponible en utilisant FaceTime, tout simplement, ou Messenger, Facebook, là, pour faire les vidéos. Et donc, dès qu'il avançait sur un point, même si je ne pouvais pas être sur place, il me faisait un tour en disant, bah voilà, là, on a avancé là-dessus, là, ça, c'est bon, le sol, c'est fait, là, on a dégagé la cloison, là, on a… Et finalement, j'y suis allée j'y allais une fois par mois parce que c'est à ce moment-là que j'ai commencé une chaîne YouTube où je voulais montrer à la base les travaux. Et donc, c'est comme ça que je suis arrivée à aller sur place. C'était pas tant pour voir le bien, c'était pour faire mes vidéos. C'était un peu, c'est mon côté journaliste qui doit ressortir. Et Ah, c'est vrai que c'est marrant parce que du coup, tu as voulu monter une chaîne YouTube. Encore une fois, tu es sorti un peu de ton confort. Tu as voulu faire une chaîne YouTube pour montrer les travaux que tu ne maîtrises pas. mais c'était ça, Et ouais. tu es passé par un artisan que tu ne connaissais pas, je suppose, avant de le Non. rencontrer pour ce devis. Et je vais te poser une question. Et est-ce que c'était le devis le moins cher que tu as eu, cet artisan-là? Alors oui et non, c'est-à-dire qu'il n'était pas très cher de base, mais Ouais. j'avais eu un devis beaucoup moins cher, mais je ne sentais pas la personne. Et j'ai eu un devis beaucoup trop cher. J'ai pris le milieu en fait. Le milieu, il y avait tout. Il y avait la sympathie, il y avait le feeling, il y avait le prix et tout coordonné en fait.
Ouais, bah, justement, c'est ça, parce que j'ai déjà vu beaucoup de personnes qui ont fait l'erreur de vouloir prendre le moins cher, forcément. Alors, je dis pas de prendre encore une fois le plus cher non plus, mais je pense qu'il faut avoir deux choses. Il faut avoir un prix qui est cohérent. Et alors, bon, bah, visiblement, il était cohérent parce qu'il était dans la moyenne, enfin dans le milieu, et surtout le feeling. Ouais. C'est-à-dire que je ne vais pas dire qu'il faut tout baser sur le feeling non plus, il ne faut pas déconner non plus, mais si vous avez le bon feeling avec quelqu'un, si vous sentez que cette personne, ça va bien se passer, vous arrivez à discuter, elle a pris 2 heures et demie de son temps pour t'expliquer Ouais. tous les points de travaux, c'est quand même énorme. Il n'avait rien à y gagner, entre guillemets, parce que bah, s'il ne prenait pas le chantier, tu avais pris quelqu'un d'autre, bah, il aurait perdu Ouais. 2 heures et demie de son temps, et puis le temps, mine de rien, ça a une valeur. Mais comme tu l'as dit, tu l'as senti, et c'est ce qui a fait la différence pour lui et pour toi aussi. Et tu aurais pu te concentrer en disant, bah, je vais économiser peut-être 1000, 2000, 5000, 10 000 euros, si on parle de plus gros chantier, je prends le moins cher, mais finalement, j'ai bien senti ce gars, je sens qu'on va aller au bout ensemble, et voilà, et tu es prêt à payer un peu plus pour ça. Ah ouais, totalement, Et ouais. totalement. Ah bah, c'est comme ça que je l'ai vécu. Et la dernière fois que j'ai fait le choix de vouloir prendre un devis qui était le moins cher pour aller plus vite parce que ça m'arrangeait financièrement, mais où je n'avais pas le feeling, je m'en mords encore les doigts. Ouais. Non, mais je suis j'ai le même avis que toi, et je pense que on est sur des sommes qui sont conséquentes. On est sur des sommes, notamment, ce que tu as l'air de faire, c'est des rénovations importantes quand même, de la déco, etc. Euh, Ça va prendre un budget important sur votre prix d'achat. Et autant on peut négocier vraiment dur sur le prix du foncier, du bâti, etc. Autant sur le prix des travaux, les travaux, ils ont un coût, quoi. On peut baisser le prix, on peut négocier sur plein de choses, mais on n'aura pas certaines choses derrière, quoi. Et, Ouais. euh, et, et je pense que on peut vraiment se faire planter un chantier, un projet, en tout cas un projet complet, par des artisans avec qui ça se passe pas bien, avec du retard, etc. Et des fois, il vaut mieux mettre un petit peu plus et le prévoir, en fait, hein, l'anticiper à l'avance sur le crédit notamment, etc. Mais d'être tranquille et l'esprit serein, notamment quand c'est à distance, comme tu l'as fait, quoi. Bah, surtout que là, on était à 50 000 euros de travaux, hein. Donc, Ouais, c'est ça. c'est pour premier projet, 50 000, Ouais, c'est c'était costaud. C'est costaud, c'était donc pas mal. tu n'as quand même pas peur parce que tu t'es lancé à distance sur un premier investissement locatif avec quand même une grosse somme de travaux, parce que si tu avais 64 000 euros d'achat, 50 000 de travaux, c'est quand même une somme importante. Ouais. Mais bon, c'est bien passé, et puis ça a l'air de bien tourner, et puis tu as enchaîné avec deux autres, donc ça a l'air de Bah, bien marcher. c'était ça. Et puis, vraiment, le premier, il y avait cette idée où même si on partait de zéro et qu'il y avait tout à faire, c'était ça qui était excitant. C'était de se dire Ouais. qu'on allait transformer un bien qui ressemblait à rien. À la base, quand on était dans l'appartement, ben, ça sentait les canalisations, mais on avait du mal à respirer. Fallait un temps d'adaptation pour ne plus sentir les canalisations, tellement que c'était fort, quoi. Donc, Ouais, et puis maintenant, alors j'ai vu des photos de certains de tes projets, mais j'ai vu que tu faisais pas mal du coup, alors de la rénovation plutôt de qualité pour que les colocs, à mon avis, s'y sentent bien. Enfin, moi, c'est ce que je fais. J'ai l'impression que tu faisais la même chose. ouais. Euh, j'ai vu en plus que tu mettais pas mal de points d'attention, notamment sur la déco. Alors, c'est un truc que tu aimes bien toi particulièrement, ou pourquoi tu avais mis de la déco? Parce que souvent on entend, alors souvent, je ne vais pas dire souvent peut-être, mais de certains bailleurs, on va entendre, c'est pour de la location, on s'en fout, laissez le truc un petit peu dégueulasse ou mettez le minimum, parce que de toute façon, les locataires, ils vont tout casser. Donc, pourquoi tu as fait de la Bah, déco, et qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça? Et est-ce que tu en es satisfait du coup? Tu as un bon retour par rapport à ça? en fait, c'est assez drôle parce que souvent, quand on parle justement d'éco, tu vois, le mot déco, on a l'impression d'entendre Valérie Damido, on a l'impression d'être sur M6 et ça fait un peu un sujet futile. Mais il y a quand même une chose quand même qu'il faut remettre, qu'il faut remettre dans l'ordre, c'est que la décoration, ça commence aussi par un choix de carrelage. C'est un choix de faïence. C'est un choix qui débute avec l'artisan. C'est-à-dire que la déco, ce n'est pas juste peindre un mur et poser une plante verte sur une table. Et ça va plus loin. Et en fait, c'est en ça que je parle que la décoration est importante. Parce qu'aujourd'hui, quand on voit des biens qui sont par exemple tout blancs, où voilà, la table va être blanche, les murs vont être blancs, les rideaux vont être blancs, allez, un peu de folie, du blanc cassé, c'est ce qu'on trouve partout. Et je remarque de plus en plus sur certaines annonces, oui, il y a un petit effort quand même, il y a peut-être des coussins de couleur, etc. Mais tous les appartements se ressemblent. Et j'ai déjà eu des locataires comme ça qui visitaient
comme ça, enfin l'un de mes appartes, et qui disait, ah, ça fait du bien, ça change. Parce que là, ces derniers temps, c'est des apparts où tout est blanc, il y a un tout petit peu de couleur, il y a Netflix, une grande télé, potentiellement une télé dans chaque chambre, et ça s'arrête là. Mais du coup, il y a tellement d'investisseurs dans l'immobilier aujourd'hui qui font la stratégie de la colocation qu'ils ont tendance à prendre, on va dire, les mêmes stratégies de ce qu'on peut trouver. Et du coup, là, au niveau décoration, ça va être ça. Il faut que ce soit du haut de gamme, il faut que ce soit tout blanc, très épuré. À la limite, on va prendre un côté scandinave, mais du coup, ça ne va pas plus loin. Alors que c'est finalement pas très compliqué de se différencier tout en étant original. Quand j'ai l'un de mes appartes choisi de faire une décoration industrielle, c'est parce qu'une décoration industrielle, on n'est pas non plus dans un truc foufou. Hein. On est une décoration industrielle, c'est quand même assez classique, mais personne ne le fait. Pourtant, ce n'était pas mettre un mur en briques, ce n'est pas ce qui m'a ruiné, hein, ce n'est pas ce qui a changé mon budget travaux. Le fait de prendre une cuisine noire pour être sur un ton un peu différent, bah non plus, hein, ça m'a coûté le même prix que la cuisine blanche, sauf qu'elle était noire. Et puis, pour par exemple, le carrelage dans la salle de bain, je me suis dit, bon, vu que c'était un appartement qui était traversant, qui était lumineux, je pouvais avoir des couleurs peut-être justement un peu plus marquées. J'ai fait une salle de bain avec les carreaux le carrelage sombre et en pierre. Et c'est vrai que c'était en ardoise. Et du coup, ça a ajouté du cachet. Tout de suite, dans la salle de bain, il y avait un côté très hôtelier. Et c'est des couleurs qui ne sont pas toujours utilisées. Pourtant, ça ne coûte pas plus cher. C'est juste un choix, tout simplement. Et c'est ça qui est assez, du coup, qui est assez dingue. C'est que la décoration, ça va plus loin. Et mon artisan, en fait, il débute souvent par ça. C'est-à-dire que quand on discute, il sait très bien, lui, ce qu'il a à faire. Il sait très bien qu'il n'a pas à me demander mon avis sur l'électricité, parce que j'en sais rien. Par contre, il va me dire, qu'est-ce que tu veux comme coloris pour ta cuisine ou ta salle de bain? C'est quoi? Je te prends quoi? Parce que l'artisan, il peut donner des idées, mais entre guillemets, il faut qu'il y ait quelqu'un pour le driver sur qu'est-ce que l'on veut. Et après, c'est comme ça qu'on se retrouve avec des gens qui disent, ah ben c'est pas mal ce que tu as fait, si moi j'avais su, je n'aurais pas laissé mon artisan le faire, il a mis que du blanc. Ah bah oui, si tu lui as dit faites une salle de bain propre, il a pris un carrelage blanc et puis basta. Sauf que carrelage blanc, tu te retrouves avec une salle de bain hôpital slash investissement locatif qu'on trouve un peu partout. Je dis pas que ça ne marche pas, mais aujourd'hui, en ayant une décoration plus poussée, par exemple, sur un appartement où je sais que sur mon marché, on a tendance à louer, ça peut être loué 390 € la chambre, à peu près. On est dans une moyenne haute d'appartements refaits à neuf. Je loue mes chambres 430. Ce qui est pour les agents IMO, quand je parle de ça, quand je parle avec eux, ils sont horrifiés par mon prix à la chambre parce qu'ils trouvent que c'est hyper cher. Eux, à 430, ils louent des T2 sur mon marché. Et moi, je loue une chambre. Sauf qu'à côté de ça, par exemple, là, on peut être dans une déco loft américain. On a le mur en briques, on a le baby-foot, on a le tapis sympa. Et idem, un tapis, c'est pas ce qui ruine. Ça ajoute juste un style en plus. Et toujours pareil, dans ce que tu disais, est-ce que les locataires vont ruiner l'appartement? Pas forcément, parce que quand les locataires payent plus cher pour être dans quelque chose où ils se sentent bien, généralement, ils ne sont pas là pour détruire l'appartement. On sait bien que le tapis, il va vieillir, mais le tapis, il m'a coûté 60 €. Ce n'est pas très grave, 50, 60, ce n'est pas hors de prix. Donc, il y a ce côté où, en fait, avoir une décoration plus travaillée, ça ne coûte pas forcément plus cher, mais par contre, ça permet de mettre un loyer plus cher, de louer plus vite et d'être numéro 1 sur la concurrence dans la ville où on investit. C'est comme ça que je vois les choses du coup. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. C'est vrai que, notamment dans la coloc, il y a pas mal de monde qui peut en faire. Si on fait quelque chose de très standard, s'il n'y a pas beaucoup d'offres, peut-être qu'on va pouvoir louer. S'il y a beaucoup plus d'offres, ça va être difficile de se différencier. Et puis, comme tu le dis, tu peux même valoriser ça avec un loyer plus important et puis tu t'y retrouves largement, quoi. Parce que comme tu dis, un tapis à 60 €, en 3 mois où tu vas louer ton appartement, une seule chambre avec la petite surcote, tu vas le rembourser. Et globalement, si tu devais donner alors je sais que c'est toujours difficile, mais pour une coloc de 3 chambres, ça serait quoi un peu ton budget entre guillemets déco? Alors je parle pas des carrelages particuliers, de la faïence ou de la cuisine, mais ça va être tous les meubles, tout ce qui va pouvoir être en plus pour améliorer ton bien.
tu dirais que tu as un budget d'à peu près combien? C'est compliqué de dire ça parce que ça ne va pas changer. Je vais quand même avoir des lampes. Enfin, Ouais. n'importe qui dans un appart va mettre des lampes. Sauf que tu peux choisir une lampe Ikea basique ou mettre 5 euros de plus et avoir peut-être quelque chose qui va être un peu plus original. Et encore, d'ailleurs, je ne suis pas du tout à dire que Ikea, c'est mauvais, hein. Mes apparts sont quasi meublés. Enfin, dans la majorité, les meubles sont trouvés à Ikea. Les lits, je ne vais pas prendre un lit baroque ou à baldaquin, hein. On ne va pas là-dedans quand même, hein. Mais je vais prendre des éléments forts. C'est-à-dire que quand je décide de faire une colocation loft américain, qu'est-ce qui va marcher? Ça va être le mur en briques rouges avec un baby-foot. Tout de suite, ça fonctionne. Mais naturellement, bah, la table basse, on va prendre une table plutôt couleur bois que je vais récupérer sur Amazon en tapant table basse industrielle. Il y en a plein, hein, qui vont sortir. Et ce n'est pas plus cher qu'une table scandinave, hein. C'est ça que je voulais t'entendre dire parce que je suis assez d'accord avec toi. Et moi, au départ, quand j'ai commencé sur le secteur où j'investissais, il n'y avait pas forcément trop de concurrence. Le temps, entre guillemets, est un peu passé. Il y a un peu plus de concurrence. Donc, j'upgrade un peu le niveau de prestat que je propose, ce qui est plutôt une saine concurrence, je trouve d'ailleurs, Ouais. pour les locataires. Et je me suis rendu compte, alors c'est vrai que moi, l'ameublement, toute la déco, c'est plutôt ma conjointe qui gère ça parce qu'elle adore ça. Et Ouais. moi, je m'en occupe pas trop, mais qu'on peut trouver des trucs qui sont pas forcément plus chers ou qui sont, voilà, c'est des broutilles, honnêtement, 5 ou 10 euros sur des projets à 100, 200 000 euros. Enfin, c'est pas la peine de réfléchir Ouais. et qui vont donner du cachet, qui vont permettre de valider un coup de cœur pour un locataire qui va se projeter de suite beaucoup mieux, beaucoup plus facilement et qui va dire je veux ce logement et pas un autre. Et Et c'est ce que tu dis, quoi. là, dans l'un de mes apparts, c'était le premier d'ailleurs. Donc les rénovations se sont terminées. Il était très joli, très aseptisé, très blanc. Alors j'avais quand même osé un peu la couleur. Donc on avait ce fameux mur bleu canard, très à la mode, bleu pétrole, dans la cuisine. Dans chaque chambre, il y avait un mur de couleur aussi. Donc ça fonctionnait bien, mais on n'était pas sur de la folie, hein. Et il était très propre, très beau. Et il y avait un grand couloir qui ne servait à rien, un couloir qui, honnêtement, l'appartement de base était un peu bizarrement foutu et ce couloir, on pouvait rien y faire. Donc il y avait ce couloir qui desservait la cuisine, qui était en entonnoir et je ne savais pas quoi faire. Ça, c'était trop blanc. Donc du coup, j'ai pris un graphe pour me faire un tag sur tout le mur du couloir. Et aujourd'hui, sur le Bon Coin, quand il y a un départ et que je dois mettre mon appartement sur le Bon Coin, je mets la photo du couloir. Parce que ça tape à l'œil, parce que c'est beau, parce que c'est pas commun, parce que c'est différent et ça attire l'œil bien plus qu'un salon avec un mur blanc. Les gens cliquent dessus. C'est-à-dire que même si la personne ne va pas forcément venir chez toi, mine de rien, il y a plus de clics, donc plus de chances d'avoir plus de locataires. Et c'est là-dessus, j'ai certaines connaissances qui des fois me disent « Ah, mais je ne trouve pas de locataires au mois d'avril, je ne comprends pas. Là, j'ai eu un départ, je ne trouve pas. » Je dis bah, ouais, c'est drôle, oui, j'ai eu un départ aussi au mois d'avril, mais 2 jours après, j'avais quelqu'un. Je ne dis pas que le tag change tout, mais en tout cas, ça attire l'œil. Et pourtant, c'est des apparts qui ne sont pas loin. Donc, ce n'est pas non plus une question d'emplacement. Non, mais je suis d'accord avec toi. Et puis, je voudrais te poser la question pour les photos, parce que j'ai vu cette photo de ton appart. D'ailleurs, on mettra les liens de tes réseaux pour te retrouver, etc., dans la description de la vidéo. Mais j'ai vu cette photo et effectivement, paf, elle tape à l'œil. On la remarque, en fait. Et quand on la remarque, moi, j'ai la même chose. J'ai fait des photos plutôt professionnelles. Alors, j'ai pas forcément pris un photographe à chaque fois, mais j'ai fait des photos avec du matériel adapté. C'est pas avec l'iPhone sur le bord d'une table où on voit le bout du doigt dans la photo, des trucs comme ça. J'essaie de faire ça bien. Et j'avoue que le nombre de clics par rapport à d'anciennes photos que j'avais pu utiliser, ben, ça l'augmente. Fondamentalement, on va trouver plus de locataires potentiellement pour cet appartement. Et toi, pour les photos, comment tu fonctionnes d'ailleurs? Parce que ce n'est pas un truc dont on parle souvent. Tu les fais toi-même ou comment tu fais appel à quelqu'un? Et pour les photos, tu parlais de l'iPhone, mais je prends mes photos à l'iPhone, sauf que je les retouche. Voilà. Aujourd'hui, il suffit en 2 clics, on fait des retouches. Et c'est vrai, alors toujours pareil, hein, pour ceux qui nous écoutent, tu as l'iPhone 4,
peut-être que ça ne fonctionnera pas. Ah, c'est parce que moi j'ai un vieil iPhone, alors elles sont pas top top les photos quand on les prend, ça pixelise presque, c'est flou. Mais effectivement, avec le dernier iPhone ou les iPhones plus récents, t'as des super Ouais, photos. avec les iPhones plus récents ou avec les Android, parce que je parle d'iPhone, mais enfin Ouais, les Android, bien sûr, ouais, aujourd'hui, des Android à 300 balles qui font des photos très qualitatives. clairement. Et toujours pareil, une photo, ben, t'évites de la faire en mois de novembre à 18h. Hein, tu l'as fait à midi, à 13h. Tu fais quand il y a du soleil, tu mets un peu en place une ambiance chaleureuse, tu dresses le couvert, tu mets un ordinateur portable sur le bureau, tu essayes de créer. C'est vrai que j'ai tendance aussi à fournir une première literie. Enfin, literie, je veux dire draus, oreiller, etc. C'est-à-dire que je ne fournis pas juste une couette avec le lit. Je vais vraiment, quand les locataires arrivent, c'est comme à l'hôtel. Donc, je prends les photos exactement aussi comme à l'hôtel. Je vais aussi jusqu'à mettre les serviettes sur le lit, posées, rangées, comme dans une chambre d'hôtel. Donc, je vais assez loin pour que les gens en fait se disent waouh, c'est top. Et finalement, en retouchant les photos, même jusqu'à des fois, je vais retoucher les couleurs. Mais quand je dis retoucher les photos, en une photo me prend 1 minute 10 à retoucher. Ouais, je vois à peu Et près ça va comment tu très fais. vite. C'est clair que même sans logiciel, hein, moi je suis sur un Mac, avec le logiciel aperçu, on règle la luminosité, on règle les couleurs et en 3 clics, la photo, c'est pas du tout la même chose. Et j'ai fait le Ouais. test sur Le Bon Coin, un peu comme on peut faire, et j'ai mis la vraie photo et j'ai mis la photo retouchée. Il n'y a pas les mêmes taux de clics, mais c'est clair et net. Et il faut vraiment se dire aussi, ce n'est pas parce qu'on retouche les photos, tu vois, comme tu dis, qu'on ment aux locataires. C'est juste qu'on met en valeur ce qui n'est pas forcément mis en valeur naturellement par une photo. Je pense que tout le monde a déjà eu conscience que des fois, quand ils prennent des photos pendant leur voyage, quand ils montrent les photos, ils se disent, ben, en vrai, ça rendait mieux. Mais parce qu'en vrai, il y a un truc, ben voilà, c'est nos yeux, donc ça rend mieux. Mais du coup, des fois, les photos, faut les aider à retrouver ce qu'on voit avec nos yeux finalement. Donc c'est pas tricher, c'est juste rétablir la vérité. Ouais, mais c'est exactement ça parce que souvent les photos elles vont redonner un côté fade, c'est dans des espaces qui sont plus petits, on n'est pas au grand air avec des grands espaces et du coup, bah, selon le capteur, l'appareil photo qu'on va utiliser ou la prise de vue, bah, ça va pas rendre comme c'est en réalité. Et comme tu le dis, on rétablit uniquement une vérité, on n'est pas là pour ajouter ou vendre du rêve ou vendre du faux, enfin c'est pas du tout ça. Au contraire, c'est plutôt pour le mettre en valeur et que ça se démarque un peu. Et Ouais, je juste, suis. enfin, je le dis, je le rajoute, mais vraiment, la décoration et les photos, faut vraiment que les gens se mettent en tête que c'est la vitrine du bien. C'est-à-dire que c'est bien beau. En fait, trouver un appartement avec un bon prix, bon, bah, c'est une première étape. Le financement, c'est une deuxième étape. Faire une bonne rénovation, bah, c'est aussi une autre étape. Mais à un moment donné, le locataire, il s'en fout que tu aies payé l'appartement pas cher, etc., etc. Lui, ce qu'il veut, c'est avoir un coup de cœur. Donc, si finalement les gens qui recherchent de la rentabilité et du cash flow veulent avoir plus de renta et de cash flow, il faut que la vitrine, à savoir l'appartement, provoque un coup de cœur direct et que les photos mettent en valeur cette vitrine finalement, quoi. Ben, j'aime bien cette idée de se dire que c'est une étape comme les autres en fait. La déco et la prise de photos et la mise en ligne et même le descriptif de l'annonce aussi. Et c'est des Ouais. trucs dont on parle pas souvent. Alors on va parler, ouais, trouver un bien rentable, des travaux, on va le négocier, etc. Mais derrière, s'il y a personne qui rentre dans le bien, bah, ça sert à rien quoi. Donc c'est une partie importante et je trouve qu'effectivement on n'insiste peut-être pas assez là-dessus et tu as bien fait de rajouter ça et d'insister là-dessus parce que je pense que c'est ce qui fait aussi peut-être la différence dans ton marché et qui fait que tu loues tes colocs entre guillemets bien plus cher Ouais. à des gens qui sont très contents d'y habiter quoi. Après, il y a plein de choses, hein, parce qu'aujourd'hui, vu que, enfin, ça ferait, enfin, on pourrait refaire une vidéo là-dessus, parce que c'est un sujet à part entière, mais la concurrence aujourd'hui, il y a plusieurs manières, en tout cas, pour ne pas se retrouver bloqué dans cette concurrence qui est très présente de plus en plus. Après, la concurrence, elle a toujours été là, de toute façon. Donc, le but, c'est de faire de la qualité, c'est d'ajouter de la valeur pour les locataires. Et puis, je pense que quand on est satisfait des biens que l'on a, il n'y a aucune raison qu'on ne les loue pas. Ouais, moi je dis toujours que les biens que je fais, j'aimerais y habiter. Ah, Je fais en sorte totalement. de vouloir y habiter. Puis
Ouais, si je suis pas très content, bah, je vais rajouter des trucs, changer les choses pour que j'ai envie d'y habiter et ça permet de, je trouve, d'être serein soi-même, en accord avec ce qu'on veut pour soi et du coup pour les gens, ça se ressent, je pense aussi. Ouais, Ça se ressent. totalement. Eh ben écoute, merci pour ces infos. Moi, je trouve que c'était une vidéo très cool parce que une très belle interview parce qu'on a parlé de sujets qui sont pas forcément abordés souvent. Donc merci pour ça. Ouais, Si de tu avais, rien. C'était un j'aime plaisir. bien. Pardon? C'est avec plaisir. Ah, bah merci, écoute. On arrive un peu à la fin de cette vidéo et j'ai tendance à poser toujours un peu une question sur, pour toi, qu'est-ce qui font, ou qu'est-ce qui fait que tes plus grandes qualités ou tes plus grandes forces qui ont fait que tu as réussi dans l'IMO, alors réussi, peu importe à quelle échelle, mais que tu as réussi à faire ce que tu as fait, tes projets, ça a été Ouais. quoi tes forces et tes qualités, on va dire? Je dirais que la, la qualité à avoir quand on se met à investir dans l'immobilier, c'est la rigueur. Ce que je veux dire par là, c'est que, en fait, à un moment donné, quand on se met à investir, il faut quand même avoir une routine qui se met en place. Il faut chercher les biens. Euh, il faut de la volonté, mais je crois que dans la vie de base, il faut de la volonté. Mais la rigueur, c'est quelque chose qui est très, très importante parce que ça demande à être vraiment régulier, à aller faire les visites, à faire des offres, à ne pas faire n'importe quoi. Voilà, les devis, les travaux, voilà, c'est une certaine rigueur et c'est une rigueur qu'il faut tenir sur la durée pour pouvoir investir dans un premier bien et enchaîner sur d'autres biens. Parce que si la rigueur, finalement, ben, on est plus rigoureux au bout du premier bien, ben, on peut faire des conneries. Soit on n'investit plus parce que justement on n'a plus cette motivation, soit on fait des conneries. Et je pense que la fois où j'ai peut-être laissé passer cette rigueur et j'ai pu justement me dire ah c'est bon, c'est rodé, tout va bien et j'ai mis le pilote automatique, bah, c'est là où j'ai fait ma plus grosse connerie dans l'IMO. Donc la rigueur, c'est quelque chose qui doit être oui, en continu en tout cas dans l'investissement IMO. Ok, bah, très bien. La rigueur, j'aime bien. La rigueur est sur la durée. Et ça, c'est Oui. important parce que, encore une fois, ça fait combien de temps que tu as commencé à investir? Juste parce qu'on en a, j'ai pas le Il y a début. 1 an et demi. Ouais, donc ça fait 1 an et demi, 3 biens en 1 an et demi, donc c'est quand même vraiment pas mal, quoi. Euh, et, et sur la durée, ça veut dire que tu as d'autres ambitions, je pense. Et c'est quoi tes prochains projets? Tu continues la même chose? Tu veux changer un peu? Parce que tu as parlé peut-être t'allais changer un petit peu, diversifier, mais c'est quoi la suite? La suite, ça va être de continuer. Alors, je suis plus en fait, j'ai envie de faire une division de biens, soit pour de la colocation, pas une division de biens, une division de maisons, soit pour un projet de colocation ou d'appartement. Mais l'idée de mettre un doigt sur en fait, quelque chose sans copropriété. Voilà, ce serait ça l'idée de ma prochaine acquisition. C'est de quitter la copropriété pour faire autre chose. Ok. Bon, bah, très bien. Donc, de la rigueur sur la durée qui te permettront, j'espère, de pouvoir réaliser ce projet prochainement ou un peu moins prochainement, en tout cas de le faire de toute façon, parce qu'on n'est pas pressé, hein. Moi, je dis Non, tout toujours à aussi que fait. c'est pas un sprint, c'est un marathon. C'est pour un patrimoine, pour plus tard. Ce que tu as fait en 1 an et demi, 2000 euros de cash flow par mois, bah, ça fait plaisir, hein. Ah Ça bah, met du totalement. beurre dans les épinards, hein, c'est comme ça qu'on le dit. Et c'est à Exactement. vie. Et c'est à vie. A priori, c'est à vie jusqu'à ce que tu le revendes, peut-être avec une plus-value, etc. Donc, c'est vraiment top. Ben, écoute, merci Nico pour cette interview. On va se quitter maintenant. Ouais. On peut te retrouver où? Alors, du coup, dis-nous tout. Et puis, je vous remettrai aussi les infos en bas dans la description. Bah, du coup, on peut me retrouver sur Instagram, nico.investisseur, et aussi sur YouTube, Nico investisseur ou Nico oser investir. Enfin, Nico, c'est osez assez simple. investir. Je vous recommande d'aller voir ces petites photos, les avant-après d'ailleurs, notamment sur l'Instagram. Elles sont Ouais, tip-top. Et j'adore ça. ça permet, si vous avez aucune vous savez pas comment ça va devenir après l'appartement tout pourri que vous avez visité, qui pue la canalisation, comme il l'a dit. Mm. Vous avez des très jolis exemples de avant-après. D'ailleurs, si tu permets, je m'en inspirerai dans mes prochaines Ouais, tu peux. réalisations parce que j'aime beaucoup ce que tu avais fait. Donc voilà, Super. allez le suivre sur Insta, allez le suivre sur YouTube. Merci encore à toi, Nico. À très bientôt à toutes et à tous. On se retrouvera pour des prochaines vidéos. Merci encore, Nico. Puis peut-être ça fera Merci à l'objet toi. d'une prochaine interview pour nous parler de tes prochains projets et puis de la suite pour toi, avec plaisir en tout cas.
Ouais, avec plaisir également. À bientôt. Bah, allez, ça marche. Merci les amis. Ciao. Salut.